Salut à tous, je suis Élise Benazet, psychomotricienne, formatrice et professeure de danse. Dans mon podcast Trouve ton Move, je vous invite à explorer les univers de thérapeutes hors du commun, qui comme moi, ont choisi de sortir des sentiers battus. Ensemble, découvrons des méthodes innovantes pour prendre soin de notre corps et de notre esprit. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur danser-psychomote.fr pour découvrir mes formations et approfondir vos compétences. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la souffrance psychique. Je retrouve Hélène Mulhauser, psychomotricienne à Paris, pour un deuxième témoignage sur son travail en hôpital de jour avec des patients borderline ou schizophrènes. Elle nous explique comment accompagner des patients dont le lien au corps est brisé par un traumatisme et une maladie psychiatrique. Elle nous explique comment aider ces patients à gérer et accueillir leurs émotions. Elle insiste sur l'importance de la parole, des images évocatrices, avant d'aller chercher le ressenti corporel. Hélène nous partage ses outils, comme le groupe Danse et Schizophrénie, pour aider les patients à retrouver un ancrage quand tout explose. Je vous souhaite une bonne écoute dans cet épisode de Trouve ton Move. Tu nous as super bien décrit ton travail en addictologie. Tu dis aussi que tu as travaillé avec des personnes portant des troubles psychiatriques. Ouais. Tu peux nous décrire les troubles que tu as rencontrés avec ces adultes? Actuellement, donc, je travaille dans un service qui accueille donc en hôpital de jour, Oui. HDJ, des patients qui sont schizophrènes. Oui. Et un autre hôpital de jour, donc c'est le même service, mais à plusieurs hôpitaux de jour, qui accueille sur des sessions de 7 à 8 semaines des groupes de 6-7 patients qui ont des troubles de la personnalité borderline. Borderline, d'accord. Donc, si on doit définir la schizophrénie avec des petits exemples et ton travail, comment tu décrirais ça? Donc la schizophrénie, c'est un dysfonctionnement, une maladie qui résulte d'un dysfonctionnement cérébral. Donc il y a ce qu'on appelle des symptômes positifs et des symptômes négatifs. Donc positif, c'est pas que c'est génial, super, c'est pas que c'est génial, mais disons que c'est de la production. Le cerveau va produire des hallucinations. Voilà, va produire des hallucinations, des interprétations. Voilà, il y a quelque chose qui va être en plus en tout. D'accord. Donc ça peut être des hallucinations auditivo-verbales, des hallucinations visuelles, des hallucinations kinesthésiques. Des ressentis voilà, qui sont vraiment vraiment le cerveau qui construit par le cerveau. Et qui vont être quand même augmentés par les situations de stress, d'anxiété. Par exemple, j'ai certains patients qui ont vraiment plus d'hallucinations quand ils vont être à l'extérieur, quand ils vont être dans la rue. Et oui. Dans des moments où ils sont stressés par quelque chose, et arrivé à l'hôpital de jour, il y a quelque chose qui est beaucoup moins présent, quoi. D'accord. Enfin, il y a aussi cette composante-là. Et il y a ce qu'on appelle les symptômes négatifs qui vont être justement un ralentissement plutôt de la pragmatisme, donc le désinvestissement, on va dire, du mouvement, de la coordination, des difficultés attentionnelles, des difficultés vraiment à être en mouvement, à être un ralentissement psychomoteur. Des personnes plutôt affalées, qui communiquent moins. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment un repli sur soi. Un repli, d'accord. Un repli sur soi qui a une rigidité, voilà, ce genre de choses. Ça se diagnostique facilement, entre guillemets, la schizophrénie? Oui, ça dépend. Alors vraiment, ça se diagnostique d'autant plus facilement quand il y a des symptômes positifs, quand il y a vraiment des hallucinations, des interprétations. Mais c'est vrai que c'est assez franc. Ouais. C'est une des pathologies psychiatriques, je pense, qui nécessite bien sûr un diagnostic vraiment précis, mais quand même souvent par rapport à d'autres pathologies, c'est assez clair. D'accord. Puis il y a un mode d'entrée aussi, donc soit ça se fait sur une bouffée délirante aiguë. Donc là, effectivement, la personne va développer un délire, des pensées un peu paranoïaques, des interprétations complètement délirantes.
Et ça peut se faire des fois un peu plus à bas bruit, plus progressivement. D'accord. Et souvent, ça arrive fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. C'est ce que j'allais te demander. À partir de quel âge on peut penser à la schizophrénie? C'est après l'adolescence plutôt? Ouais. D'accord. Ouais. Parce que j'ai déjà vu, moi, par exemple, un patient qui avait des délires à me dire qu'il se faisait attaquer par des hélicoptères, par l'armée, et j'avais du mal à savoir s'il était dans le réel ou l'imaginaire, ou voilà, vraiment avec. Mais il était pas encore. Il devait avoir 12 ans. Donc voilà, est-ce que c'est des signes précoces de schizophrénie? Peut-être. Ouais, peut-être. Ça peut arriver tôt dans le développement. Ouais. Il y a des particularités, ça fait partie un peu du... Bah là, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais il me semble qu'ils ont, ils commencent à avoir des marqueurs précoces, un peu précoces, notamment au niveau des praxies, je crois. Ah oui, du geste. Ouais. Qu'il y avait comme ça, il y avait des marqueurs. Il faudrait regarder plus précisément les articles, mais je crois qu'il commençait à y avoir des petites particularités déjà dans le développement qui pouvaient. Oui, bon. Si tu disais c'est le cerveau qui dysfonctionne, il s'est construit avec un dysfonctionnement a priori, donc. Voilà, ouais. Ou alors la schizophrénie peut apparaître aussi. Il y a un déclencheur qui peut. Ah bah généralement, on dit justement les produits. Les produits, d'accord. Aussi des chocs émotionnels. Enfin, quand il y a un terrain un petit peu fragile. On peut décompenser et devenir schizophrène, c'est ça? Ouais. Suite à un choc, oui. D'accord. Donc, il y a la schizophrénie, les troubles borderline. Comment tu les décrirais, du coup? Alors, les troubles borderline, j'aurais dû réviser mes définitions avant de venir. Pense à tes patients. Ouais, non, je pense à mes patients. Ouais, bah alors après, il y a vraiment des critères du DSM, où en fait, alors ce qui est troublant avec les pathologies border, c'est que quelque part, on pourrait chacun se reconnaître. Oui. Mais c'est le côté massif et handicapant et sur les différentes sphères de la vie qui vont faire le diagnostic. D'accord. Donc, tous les hypocondriaques qui nous écoutent, calmez-vous. C'est ça. Non, mais il suffit pas de se dire « Ah, je suis un peu susceptible, je crois qu'on m'aime pas, machin. » Ça y est, je suis borderline. Pour être border, non, il faut vraiment mes émotions. faut vraiment que il y a vraiment le côté massif et handicapant qui vont toucher à la fois à la sphère de l'insertion socio-professionnelle, des conduites à risque, de l'addiction, de la mauvaise gestion sur les différents, une incapacité aussi à garder des liens amicaux, affectifs, ouais. ce genre de choses qui font que sur différents tableaux, la personne est très très handicapée. D'accord, ok. Et donc du coup, c'est, on va dire, c'est souvent ce qu'on appelle un peu le tout ou rien. Dans notre bureau, on a un petit dessin d'un chien qui s'appelle Rien, c'est le tout ou rien. Ah ben, c'est mignon. Oh, les blagues. Voilà, t'as vu. Oui, Hélène a de l'humour, c'est bien. C'est pour ça qu'on s'en sent bien. C'est le tout ou rien. C'est mignon. Bon, on s'en rappellera. Voilà, le tout ou rien. Il est un peu chiant, ce tout ou rien. Ouais. Et donc, en fait, c'est vraiment le côté où, effectivement, soit... on n'imagine pas, les personnes ont du mal à envisager le comportement et les choses de manière un peu moyenne, quoi. C'est soit effectivement, par exemple, une émotion, soit elle n'existe pas, je ne la ressens pas. D'accord. Soit elle est massive, explosive et je la gère pas du tout. Et c'est effectivement... soit quelqu'un est formidable, soit c'est la pire des enflures. Enfin, il y a un côté, soit je me sens formidable, soit je me sens comme moins que rien. Il y a vraiment que soit effectivement je vais bosser à fond, soit je vais rien faire, j'ai envie de rien faire, rien m'intéresse. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de du compromis. Que ce soit par rapport à soi-même ou dans la relation qui est compliqué. D'accord. Il y a beaucoup de difficultés de ce qu'on retrouve dans leur histoire de vie. Donc, il y a beaucoup de traumatismes. Mais il y a aussi, sans forcément qu'il y ait une histoire traumatique importante, avec vraiment des violences, des traumatismes, pas forcément comme on le peut cas. imaginer. Ouais. Alors, c'est quand même souvent. Okay. Mais il y a beaucoup ce qu'on appelle de l'invalidation émotionnelle. C'est un enfant, depuis qu'il est enfant, on lui a fait comprendre que la colère, c'était interdit. D'accord.
comment l'entourage s'est comporté avec l'acceptation des et émotions. Valider en fait, valider et écouter la parole. Et donc du coup, il y a quelque chose d'un repère en fait qui est pas construit en fait. Je m'autorise pas à avoir peur, je m'autorise pas à être en colère, je m'autorise pas à être triste. Et donc du coup, quand la personne est en contact avec cette émotion, c'est soit ça n'existe pas, soit c'est danger, soit il y a tout ou rien qui revient, quoi. Voilà. Il y a aussi beaucoup l'insécurité relationnelle, la peur de l'abandon. D'accord. Donc soit effectivement, je ne risque pas l'abandon en désinvestissant justement la relation, en me disant que je suis très autonome, je débrouille très bien toute seule. Alors j'emploie le féminin parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de femmes, mais ça touche effectivement, ça peut être des hommes et des femmes. Et soit effectivement être hyper compliant surtout pour pas être abandonné, pour être aimé. Et donc tout ça, il y a alors souvent c'est quand même la gestion de la colère qui est en dessous, qui est difficile et qui va rendre le symptôme très handicapant, bruyant pour créer des liens. D'accord. Parce que ça nous arrive à tous, hein, voilà, c'est ça. comme tu disais. Oui, la gestion des émotions, de manière, c'est quand même le lien à l'autre. Enfin, tout ça, c'est humain, quoi. Ça convoque, ça convoque chez tout le monde. Dans le service dans lequel je travaille, il y a des psychologues qui travaillent avec les théories des schémas et modes, des schémas d'évitement, des schémas de compensation, d'abandon, des choses comme ça, voilà, et qui sont réactivées, dans certaines situations. Et c'est comment les comprendre et puis essayer de trouver un petit peu de faire autrement. Même si ces schémas existent, quel entre-deux je peux un petit peu trouver pour que je puisse quand même m'insérer un minimum, quoi. Dans la société. Et donc là, en psychomotricité, comment tu accompagnes ces personnes ? Eh ben justement, là, c'est beaucoup le travail sur comment les émotions, comment je peux être à l'écoute d'une émotion qui monte. Ah oui. Voilà. Et c'est toujours dans cette idée de... je me sens... c'est souvent des gens qui me décrivent être complètement submergés par une émotion de colère, par une anxiété, par une peur. Et donc, c'est... plus en plus on sent qu'on ne contrôle pas une émotion, plus on la craint, plus on la redoute. Et quand on sent qu'elle monte, on ne veut pas la voir. Et donc du coup, c'est sortir un petit peu de ce schéma-là. Donc j'ai fait quand même beaucoup parler sur comment l'émotion va se manifester dans leur corps. Ah oui, d'accord. Et parfois, c'est vraiment très très... les personnes sont incapables d'en parler, quoi. Je ne sais pas. Je la ressens quand je suis déjà au maximum de l'émotion. Donc, Donc, faut repasser quoi ? Par un travail de méditation pour ressentir alors les signes du corps ? Moi, je prends quand même le temps. Alors après, le lien au corps aussi, il est compliqué. Comme je te l'ai dit, c'est quand même aussi des patients, des fois, qui ont une histoire traumatique, qui ont beaucoup de mal à être en contact avec eux-mêmes. Qui ont beaucoup de mal à être en contact avec eux-mêmes. Donc, je passe quand même 2 bons entretiens à être déjà dans l'évocation des choses, à parler. Tu prépares le terrain. Avant de leur sauter dessus. Bien sûr, ouais. De leur dire, voilà, j'ai mon fauteuil qui est là, j'ai le tapis qui est là. On sent que c'est vraiment un moment compliqué et difficile. J'ai quand même un peu 2 sortes de patients. Ceux qui, justement, qui adhèrent beaucoup, qui vraiment apprécient, puis vraiment des patients pour qui c'est vraiment compliqué, quoi. D'accord. Et avec eux, moi, je considère que ça fait aussi partie d'un travail de psychomotricité, déjà d'être dans la parole. La parole sur le corps, comme je te l'ai dit, l'imagination, l'évocation, les images internes sont aussi importantes que vraiment le vécu. Donc, des fois, de passer par tout ce travail un petit peu d'évocation, quand vous revoyez dans telle situation, essayez de me décrire un petit peu qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là. J'ai fait une espèce de roue où j'ai fait une roue avec différentes émotions, en essayant justement d'avoir une gradation sur la colère, sur la tristesse. Enfin, c'est pas parce qu'on est en colère qu'on va être en fureur. Parce qu'eux, ils ont vraiment cette représentation-là.
et de voir, je leur ai donné quelques exemples dans cette roue de, voilà, quand on éprouve de la colère, on a le cœur qui bat fort, Les on a symptômes dans le corps. une tension au niveau des Mmh. mains, il y a quelque chose, Oui, tu as mis des exemples voilà, j'ai pour mis des amener la exemples. parole. Enfin, en tout cas, je suis partie un petit peu de ce que j'ai trouvé sur internet, j'ai compilé un petit peu ça et l'idée, c'est pas forcément de leur dire: «C'est ça que vous éprouvez à ce moment-là», mais Oui. vous, tiens, comment vous vous situez par rapport à cette sensation? Est-ce que ça vous Et donc parle ou ça pas? amène du raisonnement Voilà, au et de se quotidien. dire: «Ah oui, tiens, c'est vrai que, dans telle situation, je sens que j'arrive pas à aller au bout de mon inspiration, j'ai un poids dans la poitrine, D'accord. j'ai tout je me triture les doigts», voilà, Donc ils ce genre affinent de leur choses. description Voilà, au fur et à voilà. mesure. Ouais. De recréer un petit peu, La cette conscience. écoute, Ouais. voilà. Et puis ensemble, on essaie de voir, qu'est-ce qui leur ferait du bien quand ils commencent à éprouver ce type de sensation. Et même si effectivement ça dure que 5 minutes, mais déjà, souvent ils me disent même au bout de 5 minutes déjà de souffler, de laisser penser un peu de laisser circuler sa pensée ailleurs que dans la tête. Ouais. Mais être attentif simplement à ses points d'appui. Comment on est Ça assis, déjà allongé. ça Ouais. ouais, déjà ça permet d'envisager un peu les choses autrement et de se dire: «OK, j'éprouve ça, mais si j'inspire, si je» voilà, il y a quelque chose qui change, quoi. D'accord. Et tu proposes après, une fois que tout ça est mis en route, on va dire, des groupes aussi, avec des médiateurs, danse, musique ou... Ouais, alors ça, c'est quelque chose que j'ai dans le planning, ça rentrait pas, mais c'est Ah. quelque chose qui, là, quand la personne qui va me remplacer sur le poste que j'ai là, parce que je retourne en addicto avec les patients qui ont des troubles cognitifs, elle va essayer de développer un petit peu plus, l'aspect, expression corporelle, en lien avec les émotions, ce genre de choses. OK. Ouais, je pense que tu pourras l'inviter à Un podcast aussi. un podcast Oui, là-dessus, parce que mais tu m'as expliqué que tu faisais un groupe danse, par exemple, là, ah dans oui, le ça, c'est avec service. les personnes schizophrènes. Oui, voilà. Voilà, On n'en ouais. a pas parlé de Ouais, comment tu ouais. peux les prendre en charge. Mmh. Ouais. Oui, alors ça partait de, des trous, enfin, j'ai fait ce groupe à la base avec des patientes qui ont des troubles de l'équilibre. D'accord. Il y avait vraiment des troubles de l'équilibre, et donc du coup, l'idée, c'était de, comment, travailler l'équilibre, en lien avec la danse. D'accord. Donc forcément, quand on danse, l'équilibre est tout le temps remis en question parce qu'on change, ses appuis, il y a le centre de gravité du corps qui change, ce genre de choses. Donc du coup, on a commencé à utiliser la danse, comme médiation pour, justement, comment mon corps, s'adapte, à ce changement, permanent, d'appui, voilà, quand je porte mes bras, en avant, forcément, ça remet en question, l'ensemble du corps doit s'adapter. Doit réagir. Et puis tu utilises aussi, la musique, tu leur laisses choisir la musique, Ah oui, les paroles. ouais. Il y a un côté un petit peu plus, allez, spirituel, on va dire. Ouais, c'est vrai que oui, il y avait Tina Arena, Aller plus haut. Aller plus haut, voilà. Pourquoi ce choix? Donc vous réécoutez. Alors ouais, moi c'est vrai que c'est pas forcément la musique que j'écoute, mais c'est vrai que moi j'aime bien, leur laisser le choix, sur, la musique qu'on va travailler parce qu'effectivement, le fait de toute l'année, je vous invite à réécouter les paroles d'Aller plus haut de Tina Arena. C'est franchement, C'est positif. c'est une grande philosophe. On Et savait non, pas. c'est chouette parce que du coup, quand tu allies, des paroles, voilà, aller plus haut, ça est en lien avec des mouvements d'ouverture, de fierté, de redressement, Corporellement, ça joue, quoi, il ouais. y a je pense que ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'affirmation de soi et à ma grande surprise, je pensais pas, mais elles ont accepté, que, à la fin de l'année, on fasse un petit, on montre, la chorégraphie, qu'on a travaillé ensemble. Aux autres, patients, Voilà, soignants? aux autres patients, Mmh. aux soignants. Mmh. Et là, cette année, on a réitéré sur I want to break free. Yes, anyway. Donc là aussi, c'est porteur de message. Voilà, Ouais, il y a ouais. vraiment que c'est vrai que c'est très, très chouette, puis on co-construit la chorégraphie aussi en fonction des possibilités. Et oui.
gestuelle, mémoire, de coordination. mémoire. Voilà, donc moi, je danse avec elle quand on fait la chorégraphie. Je suis avec elle en train de danser, vraiment pour aussi les accompagner, les soutenir. Et être au même niveau. Et voilà, et c'est vraiment un moment qu'on partage. Aussi, je suis un peu stressée avant Et oui, avant avant le passage sur scène. Donc, c'est vraiment un moment de partage. Et non, c'est vraiment quelque chose de très chouette. Et effectivement, quand je te parlais du côté un peu apragmatique, c'est quand même des patients qu'il faut beaucoup stimuler, qui sont beaucoup dans leur tête. Oui. Et le fait d'être en mouvement, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de la psychomote globalement en psychiatrie addicto-adulte. Oui. C'est le fait d'être quand même dans le mouvement, dans le corps. Et les patients sont forcément, sont dans quelque chose de très actif. Ouais. C'est vraiment quelque chose, la réappropriation. C'est pas je suis je suis autour d'une table et on vient m'expliquer des choses. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'une mise en mouvement. Ah oui, je vois. Forcément, d'une mise en mouvement où la pensée est mise en mouvement. Ouais. Il y a vraiment quelque chose, à un moment donné, de concret. On vire la table, on se lève et puis là, il faut y aller, quoi. Donc, et après, il y a un temps d'échange, d'analyse. On se remet dans le cognitif, la métacognition pour dire tiens, comment s'est passée la chorégraphie, qu'est-ce que tu as ressenti alors il y a généralement dans les séances, donc il y a le travail un peu sur la chorégraphie, qui va être plus effectivement, là on va travailler sur l'organisation spatiale, la coordination. Quelle grande chorégraphe. Ouais, t'as vu. Ouais. Non, des choses simples mais efficaces. C'est faut pas se prendre la tête non plus. C'est des choses simples, mais même du coup, des fois, d'être dans la rapidité. Oui, d'augmenter la vitesse. De suivre le rythme, c'est déjà tout un truc. Parce qu'il y a un ralentissement, comme je te le disais, psychomoteur. Il y a aussi des problèmes, c'est à cause des traitements. Malheureusement, ça c'est vraiment quelque chose. J'espère qu'un jour on pourra trouver des traitements au niveau de la psychiatrie qui induiront pas autant de prise de poids. Ah oui. Mais il y a aussi la question de, en plus il y a on a quand même beaucoup de patients qui sont en surpoids, donc par rapport au mouvement, par rapport aux douleurs articulaires, tout ça gêne. Ça limite aussi le mouvement. Et donc, le fait de se dire, tiens, avec mon corps, même si effectivement j'ai du mal à le mobiliser, j'ai des problèmes d'équilibre, j'ai des douleurs, on peut avoir un moment de partage, de fierté, puis prendre du plaisir à faire un mouvement où on ouvre les bras, où on est fier. Donc ça, c'est assez sympa. Donc après le moment de chorégraphie, oui, est-ce que vous avez un retour sur ce que vous avez fait ou ils partent là-dessus, la séance est finie tu vois, est-ce qu'il y a un côté forcément, il y a un moment, analyse. Il y a un petit débrief. Il y a un débrief, il faudrait essayer d'être plus ensemble là-dessus. Comment on peut réfléchir sur cette année sur I Want to Break Free, il y avait un moment où il fallait vraiment être attentive à une guitare, à une percussion, un truc, donc on le réécoute. Donc ça reste centré là sur le corps, la musique, la danse. Vous n'êtes pas en mode on va réanalyser comment toi t'as dansé, ce que t'as exprimé comme émotion. Vraiment tu dis on reste dans notre corps. Ouais. On garde l'énergie parce que des fois on veut retourner dans l'intellect. Oui, c'est ça. Alors que justement, c'est quand même des patients qui vont tout le temps se demander s'ils ont bien fait. Enfin, donc c'est pas ton objectif. C'est pendant, ils vont exprimer certaines choses, mais j'accueille le pendant. Mais effectivement, j'évite un petit peu de trop réintellectualiser, retourner dans le cognitif. Non, puis là, ce qu'ils ont vécu, c'est dans le corps, c'est l'énergie, c'est pas forcément l'objectif du groupe. Ouais, c'est bien, on voit que tu as défini des objectifs clairs, donc ça doit aider dans ta pratique. Vous rencontrez aussi des personnes maniaco-dépressives dans ce type d'hôpital de jour? Oui, des personnes bipolaires. Alors moi j'en ai plutôt rencontré dans les périodes où je travaillais en addicto.
où effectivement, il y a l'utilisation des produits pour venir gérer la s'aider, dépression. gérer les moments de dépression, et puis effectivement avec des patients qui ont une comorbidité aussi border et bipolarité. D'accord. Ah oui, les deux peuvent coexister. D'accord. Ouais, Et comment on distingue du coup la bipolarité du borderline, par exemple? Alors, la bipolarité, c'est vrai que des fois, c'est venu un petit peu dans le langage courant. Oui. Elle est bipolaire, elle change tout le temps d'humeur. Non, la bipolarité, c'est sur des phases beaucoup plus longues, où, de manière caractéristique, quelqu'un va être en dépression pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis va avoir des phases, ce qu'on appelle des phases maniaques. Où il y a vraiment dans la tête, ça va très très vite, on a beaucoup d'idées, on a du mal à dormir. Ok. Il y a des dépenses importantes. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'une euphorie qui est très importante et qui va se succéder à des moments de dépression, mais c'est vraiment c'est des cycles qui sont sur des mois, des semaines. Et alors pareil, comment t'accompagnes ces personnes-là? Là, je me dis en psychomote, comment tu te centres, là après c'était vraiment moi les personnes que j'ai rencontrées bipolaires, déjà quand même le traitement joue, et quand le traitement médicamenteux, et c'était beaucoup, moi je les ai rencontrés dans le cadre de l'addiction, et il y a vraiment la question effectivement des limites, parce que quelque part c'est des patients qui ont quand même du mal à faire le deuil des moments hypomanes. Enfin, même si après ils se sont mis dans des situations compliquées, c'est un moment où tu te sens génial. Hypomane, tu dis? Hypomane, c'est quand t'es en phase maniaque. On appelle que t'es hypomane, tu penses vite, tu t'éclates. Super idées. Tu fais la fête. Voilà, et donc tu te sens sans limite. T'es le roi du monde, quoi. Donc et voilà, donc toute l'acceptation des limites, et puis le moment de dépression où effectivement retrouver du plaisir. D'accord. Donc, tu reprends les mêmes thèmes que tu nous as décrits dans d'autres pathologies. Ouais. Centré sur le corps. Puis c'était vraiment en lien avec les addictions, donc voilà, c'était comme je te l'ai dit, le travail, retrouver des repères corporels stables et réels et tels qu'ils sont là, pour retrouver son corps et ses sensations. D'accord, toujours les mêmes objectifs en psychomote. Tu rédiges des bilans psychomoteurs, toi, dans ces services? Alors, je rédige. Non, ça va être plus. Ça va être de l'observation. En fait, comme il n'y a pas. Alors, ça, c'est vraiment c'est une bonne question. Je sens dans ton regard. C'est une bonne question. J'ai appris en faisant justement des recherches, en me disant mais c'est pas possible qu'on n'ait pas de bilan standardisé, même si comme tout le monde j'utilise les bilans enfants, les items enfants et en gériatrie, et je les utilise un peu, mais du coup ça donne pas du tout de résultats cotés. Enfin voilà, ça reste ce que je dis au petit doigt mouillé, quoi. Non, ça va être beaucoup de l'observation pendant certains ateliers, certaines choses, ça va être de l'échange, ce genre de choses, mais non, le bilan lui-même, non. Et donc récemment, en me disant mais faudrait faire quelque chose, j'avais commencé à réfléchir en me disant je vais essayer de créer un outil. Mais il y a une équipe en Alsace, à Ruffach, je crois, qui a développé. Alors, je sais qu'ils avaient commencé à développer un outil qu'on pouvait trouver sur Internet, mais qui n'était pas coté, qui était, pour moi, c'était un truc qui avait été un peu laissé comme ça. Et en fait, il y a un livre qui est sorti avec l'élaboration des différents profils chez l'adulte, psychomoteurs chez l'adulte, c'est ça, avec un bilan. Pour des adultes sans troubles psychiatriques, non, en psychiatrie. En psychiatrie. C'est très précis. Justement, auprès des personnes qui ont des troubles de la personnalité borderline, je crois, la dépression, la schizophrénie. D'accord. Je ne pourrais pas te dire de bêtises. On ira se renseigner par nous-mêmes. C'est une piste que tu nous donnes, en fait. Et en fait, j'ai acheté leur bouquin, mais il faut faire la formation pour vraiment pouvoir utiliser. Donc, moi, la prochaine étape, c'est que j'aimerais bien que donc mon c'est service
intéressant. puisse me financer une petite. Ouais. Ça veut dire que nos futurs étudiants psychomotes, les futurs psychomotes vont avoir aussi des outils bien plus concrets pour travailler avec les adultes. Moi, je pense que c'est ça qui me faisait peur aussi. Et je me suis pas tournée vers cette population. C'était trop flou. Ouais. Et puis ça fait un peu peur aussi. On se dit tiens, moi, est-ce que je vais supporter de travailler avec la folie entre guillemets? Ouais. Ah, Non, donc, c'est d'avoir des outils. Après, d'avoir des outils effectivement qui viennent poser un petit peu les choses. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi mesurer l'impact des soins en psychomotricité. Ça, c'est du coup, donc là, ce serait l'étape d'après, c'est déjà nous former les différents psychomotes de l'hôpital en psychiatrie à cet outil-là. Pour pouvoir ensuite pouvoir récolter des données sur l'impact des soins, parce que effectivement on est beaucoup dans le descriptif. Je constate que cette personne, je sais pas, est plus détendu, est moins anxieux, se mobilise plus, ce genre de choses. Mais le fait de pouvoir avoir des données un petit peu plus chiffrées, ce serait intéressant. Ce serait intéressant, puis de voir sur quels aspects vraiment du bilan on a bougé. Ouais, super. Je parlais juste avant, moi, de ma peur de travailler avec des personnes qui pourraient être dans la folie, comme on le dit, comme ça, de façon un peu spontanée. Est-ce que toi, ça t'a renvoyé des choses sur ta propre construction, ta personnalité? Ouais, mais tu sais que je suis un peu... un peu fofolle, c'est pour ça qu'on s'aime bien. Si, bah oui, il faut... en fait, on avait un prof de psychiatrie. Je me rappelle bien. Monsieur André. Oui. Et je me souviens qu'il nous avait décrit tout ce qui est les troubles de personnalité. Puis il nous avait dit, si vous vous retrouvez dans tout, c'est bon signe. D'accord, ça va rassurer nos auditeurs. Okay. Si tu te sens un peu hystéro, si tu te sens un peu obsessionnel, si tu mais un peu, j'entends les un peu. Ouais, voilà. Non, mais parce qu'on est dans la névrose normale plutôt. Oui, ouais. Non, mais c'est sûr que c'est. Elle est bien cette phrase. Ça vient. C'est effectivement, c'est normal de se retrouver dans certains fonctionnements pathologiques, mais il y a le. C'est pas mal avec les personnes qui ont des troubles de la personnalité borderline, où c'est vraiment des difficultés en lien avec les émotions, ton rapport à l'autre, ton rapport à toi, ton estime de toi. C'est fort. On est quand même beaucoup à se sentir concerné par ces questions. Ouais. Et du coup, mais c'est vraiment comme je te disais, l'handicap. Oui. Vraiment que ça implique au quotidien. Voilà, dans ton quotidien. C'est et effectivement, après, je pense que c'est important quand on travaille en psychiatrie, à un moment donné, d'être aussi être allé voir un psychologue, de consulter. Déjà, ne serait-ce que de savoir ce que c'est, de se confronter à ces problèmes psychologiques et qu'effectivement, c'est pas rien. C'est coûteux en énergie. C'est coûteux en énergie, c'est douloureux de se plonger dans ces nœuds, dans les trucs que justement on n'a pas trop envie de voir. Faire un travail sur soi, ça rend un peu plus humble. Ouais, en plus. Ça rend un peu plus humble. Ça permet de se dire, si cette personne aussi a un blocage, c'est parce que c'est difficile. Et c'est pas moi qui suis mauvais thérapeute. Enfin, tu vois, c'est que c'est aussi. C'est un chemin, un parcours, comme tu disais tout à l'heure. On l'accepte. Et c'est pas le thérapeute qui doit faire le travail pour le patient. Ouais, qui fait tout à la place. Voilà, qui trouve le médiateur magique. Voilà, c'est pas je rentre dans votre salle, vous me faites vos trucs, puis je ressors, je me sens mieux. Non, c'est la personne qui est dans cette. Je pense que tout le monde a compris ton ses responsabilités. Oui, c'était très clair. Il y a juste le son, il n'y a pas l'image. On sent que tu te mets pas la pression, quoi. Non. D'être dans la réussite. Non. Dans soigner une personne addicte ou de... Voilà. Non, parce que... dans un accompagnement sur le long terme. Ah oui, non, mais complètement. Avec tes objectifs psychomoteurs, psychocorporels. On voit que tu es très claire et c'est pour ça que je t'ai invité à en parler. Puis c'est remettre aussi le patient dans sa responsabilité, quoi. Et oui. Tu as aussi de la ressource dans le travail d'équipe? Oui. Ouais. Vous avez un temps d'élaboration? C'est beaucoup les réunions d'équipe. Ouais. Vous parlez de chaque patient? Comment ça se passe? Oui, dans l'hôpital de jour,
Pour les patients border, il y a 6-7 patients à chaque fois, donc on a un petit peu plus le temps à chaque fois Chaque de semaine parler de faire un point. chacun. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis c'est important parce que comme c'est quand même un travail au niveau du lien à l'autre, vraiment la personnalité borderline, c'est important et intéressant de voir qu'est-ce que chaque patient va convoquer chez chacun. Ah, génial. Comment ouais. ils sont venus nous activer d'une certaine manière. Et aussi, comment aussi les patients dans certains contextes, certaines situations vont pas du tout se montrer sous le même Visage, schéma, ouais. justement. D'accord. Quand c'est le médecin qui leur parle ou Ah oui. quand justement on est dans quelque chose de plus corporel, quand on est Ouais, donc vous dans faites un état des lieux comme certaines ça. situations individuelles ou de groupe. C'est intéressant d'avoir une vision globale du patient et comme c'est des patients aussi qui testent beaucoup le lien à l'autre, justement par rapport aux questions d'abandon, aux questions de... des fois, on emploie souvent le terme «imactive». Voilà, ils nous activent d'une certaine... Ok. Ils nous convoquent d'une certaine C'est bien manière. dit en même C'est temps, ouais. vraiment... il y a des choses vraiment ce patient va m'activer dans sa manière de dire oui à tout ce que je dis, dans sa manière d'être justement dans l'opposition. Voilà, c'est Oui, vraiment... comme avec les enfants, Ouais, et qui c'est testent un parent et un autre. Ouais. intéressant de mettre un petit peu tout ça en commun et de prendre du recul. Ouais. Ça t'aide à Et tenir de aussi, prendre du toi. recul et comment chacun aussi, on va être porteur d'une certaine image aussi pour eux. Peut-être que ton prénom va leur évoquer certaines choses, ta manière d'être coiffée, ta manière d'être va venir réactiver des schémas qu'ils ont déjà vécus avec une D'accord. personne et de se dire en fait bon c'est pas moi, enfin vraiment mais voilà, je représente quelque chose ou ma fonction représente quelque chose. D'accord. Ce que j'ai dit est venu l'activer d'une certaine manière et ça permet aussi de prendre du recul. Donc toi, t'as pas senti de forme d'épuisement là ça fait une quinzaine d'années que tu travailles dans ce milieu. T'as réussi à avoir cette bonne distance globalement. Ouais, il me semble, hein, mais je suis pas encore. En fait, comme tu dis, c'est vrai que je me mets de moins en moins la pression. Ouais. De moins en moins la pression. Bon, grâce à l'expérience, hein, forcément. Ouais, c'est vrai que on gagne confiance. Ouais, puis à un moment donné, effectivement, si tu te dis, si tu te limites à non, mais je suis psychomote, donc je dois faire ci, je dois faire ça de telle ou telle manière, et que en fait le patient il est pas du tout dans le même rythme ou il est pas du tout ok à vivre ça, ou finalement là ça peut être vraiment te mettre en difficulté. Mais Et puis notre métier de psychomote, il va porter plus en plus d'expérience dans la recherche. Ouais. Voilà, ça donc s'ouvre. moi je travaille à la PHP. Donc c'est l'hôpital. Assistance publique hôpitaux de Paris, donc c'est un réseau d'hôpitaux parisiens. Et la PHP souhaite que de plus en plus les paramédicaux se lancent dans la recherche. Et oui, c'est ça. Que ce soit pas que les médecins, que ce soit les infirmiers, les ergots, les kinés, les psychomotes, qui fassent de la recherche. Et donc ils ont développer des postes, des personnes qui viennent vraiment t'aider à t'organiser, à lancer un protocole, à t'organiser dans la recherche, à comprendre les démarches qu'il faut faire au niveau éthique. Et t'es ouverte à ça. Ça j'aimerais bien, ouais. Tu dis c'est stimulant, t'es en train de trouver encore ton chemin, ta voie, ton move. On peut dire ça là, que t'as trouvé vraiment ton move et qui s'enrichit encore et encore. J'ai pas l'impression que tu t'ennuies, quoi. Non. Puis c'est vrai que en psychiatrie adulte, il y a quand même, je trouve qu'il y a plein de médiations possibles auxquelles tu peux te former. Il y a eu l'hypnose. Je travaille aussi beaucoup. Alors, je ne peux pas dire que je suis un peu embêtée avec le terme d'art-thérapie parce que je ne suis pas art-thérapeute. Mais j'aime bien utiliser la création au niveau art plastique. Eh oui. J'aime beaucoup travailler avec l'aquarelle. Oui. Aussi bien au niveau travailler au niveau du geste, que de la tonicité, que de la planification, vraiment pour parler au niveau vraiment plus, on va dire, fonction psychomotrice. Il y a aussi vraiment tout le côté créatif, comment venir, je parlais tout à l'heure des images, mais symboliser
des émotions par l'image. Et donc le dessin. Utiliser aussi le collage. J'ai tout un tas de magazines où les patients viennent faire des collages sur leur représentation des émotions, du corps, la sensorialité en lien avec l'utilisation de la peinture, de tout ça. Enfin, je trouve ça hyper riche. Ouais. On fait quoi? On va à la piscine. Ouais. Ça aussi, c'est vraiment très, très chouette. Puis piocher, le stretching, le yoga, le Feldenkrais, la respiration, les différentes techniques de relaxation. Moi, j'ai été formée une technique que j'aime bien au niveau de la relaxation, c'est la relaxation Burgess, qui est vraiment qui est assez chouette. Ouais, donc tu as toute ta boîte à outils et ton regard de psychomote. Si tu as une expérience, par exemple, en yoga, tu dis, mais ça peut me servir avec mes patients. Oui. Voilà, tu as ces déclics qui se sont faits autour de Puis tout ce qui est aussi, bien sûr, l'improvisation théâtrale. Ah oui, parce que moi, je fais de l'improvisation théâtrale et ça, c'est pareil. C'est vraiment, un bel outil. C'est vraiment un super outil. Donc, c'est vrai que moi, je trouve ça vraiment intéressant de faire des choses personnellement, de voir aussi ce que ça apporte et de le partager après dans ton métier. Dans son métier et d'une manière psychomote. Voilà. Parce que on peut chacun... moi, je travaille avec des psychologues, beaucoup, avec des neuropsychologues, avec des infirmiers. Mais il y a, même si on va partager une médiation, on a son regard psychomote, sa sensibilité psychomote et ses intentions psychomotes. Oui, qui sont en arrière-fond. Et ça, c'est unique. Ça, c'est unique. Et ce que je dis beaucoup à mes stagiaires, c'est, je pense qu'on a la chance de pouvoir faire plein de choses. Mais c'est pourquoi toi, psychomote, aussi, tu le proposes. Dans quelle intentionnalité, pourquoi tu le proposes à tel patient, à quoi tu vas être attentif avec ce patient-là, parce que c'est hyper important en réunion ou dans la rédaction de projets, de pouvoir vraiment expliquer pourquoi je propose cet exercice, dans quel objectif, voilà. Et comment tu observes le patient. Et à partir du moment où c'est clair dans sa tête de psychomote, en fait, on peut faire vraiment plein de choses. Bon, merci beaucoup. On voit que tu as trouvé ta voie vraiment et c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci, Élise. Et on se tient au courant. Tu auras peut-être des nouvelles approches à nous communiquer dans des années futures. Merci beaucoup, en tout cas. T'en prie. À bientôt. Salut. C'était Trouve ton Move, un podcast pensé et réalisé par Élise Benazet.